Bonjour tout le monde, je vous l'avais dit, hein, il faut toujours présenter l'autre versant de la montagne. Oui, je suis comme Jean Perron, je déforme toutes les petites phrases clichés, mais ne serait-ce qu'on a parlé souvent ensemble du conflit étudiant. Bon, conflit, est-ce qu'on peut prendre ce mot-là, conflit? De la crise, est-ce que c'est une crise? De la grève, ben, ils n'ont pas le droit de grève. Bon, du boycott. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? D'ailleurs, une partie de l'UQAM est encore sans cours. En tout cas, les gens de la FES jusqu'au 3 mai. Probablement jusqu'au 3 mai. Est-ce qu'il y aura un autre vote? Ça doit se discuter amplement ces jours-ci. Alors, j'ai le plaisir de vous dire qu'il y a l'adresse courriel au bas de l'écran, ici, le protecteur à commercial ADR.tv et aussi la boîte vocale 514-500-2137. Demain, on fera le festival de la boîte vocale. D'ailleurs, vous pourrez réagir à notre invité ici, Valérie Legal Tender. Cette jeune femme que vous voyez à l'écran ici, vous la voyez, elle nous joint en studio parce qu'elle n'a pas peur de venir nous exprimer sa position sur la situation étudiante, de l'austérité, des politiques gouvernementales libérales, où est-ce qu'on coupe dans les programmes, entre autres, pour mettre un peu d'ordre dans les finances publiques. Alors, elle a décidé de venir ici nous expliquer pourquoi elle supportait le mouvement des Carrés rouges. Elle a connu sa grève, la première, quand elle était étudiante à l'UQAM en 2005. Alors, c'est une femme d'expérience qui est restée intéressée, mais oui, par le milieu étudiant. Au Printemps érable, elle était là comme citoyenne intéressée par le débat. Et même aujourd'hui, en 2015, vous œuvrez dans le domaine artistique, vous êtes en lancement d'entreprise, vous avez connu le milieu communautaire et vous supportez encore le mouvement étudiant, même sa frange la plus radicale qu'on voit, là. Expliquez-nous un peu je vais vous pourquoi. Mais premièrement, je vais mentionner que je me présente en tant que citoyen et que c'est un mouvement qui dépasse le mouvement étudiant. Il est animé, il est voté, il est travaillé beaucoup par le mouvement étudiant, mais ça se veut un mouvement de plus en plus citoyen. Oui. On s'entend que les casseroles, c'est un mouvement citoyen. Oui, à l'époque de Jean Charest en 2012. Là. Ouais. Et même en Amérique du Sud, quand ça a parti aussi. Un beau mouvement, oui. C'est ça, exactement. Qui utilise un symbole qui est très proche de la femme puis des réalités aussi. De nourrir les gens. Mais là, on a vu 2012, corrigez-moi là, pendant que je vous mets la table ici avec les assiettes puis les ustensiles. 2012, il y avait une convergence sociale importante, mais vous, ça a commencé en 2005. Votre initiation là, J'étais à la l'UQAM grève. En 2005 lors de la qu'est-ce qui s'est première passé? Bien, les enjeux au départ étaient les coûts de l'éducation. Oui. Il y a une partie d'entre nous qui pense que l'éducation ne devrait pas être considérée comme une dépense de l'État, mais bien comme un investissement. Oui, OK. Les statistiques démontrent Oui. qu'1 $ investi en éducation rapporte 6 $ dans la société. Oui. Donc, il y avait ce point de vue-là. Maintenant, aujourd'hui, l'agenda qu'on porte, il s'est beaucoup élargi. Puis, la question étudiante, toutes les requêtes originales des étudiants sont encore incluses dans le mouvement, c'est sûr. Mais maintenant, on parle d'environnement puis on parle d'austérité. C'est vraiment... je ne peux pas le dire autrement que c'est un combat contre le néolibéralisme en tant que mentalité, en tant qu'idéologie. Okay. L'austérité, c'est une des manifestations du néolibéralisme, une manière de gérer l'État. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Oui, mais regardez, vous amenez un point, c'est le néolibéralisme. On est contre un système de valeurs. Hein? On rejette ça. On pense que c'est pas la meilleure solution. On pense que c'est pas optimal pour le développement humain, ni pour l'environnement. Mais pourquoi, en 2012, on avait focusé le mouvement de boycott, on focusait beaucoup sur l'explosion des frais de scolarité, le coût de l'éducation, le désœuvrement de la jeunesse. C'était très ciblé comme mouvement. Ouais. Là, on élargit, comme vous le dites, Absolument. on l'élargit en 2015, l'hydrocarbure, l'environnement. Et le mouvement a fait patate. Urgent. Non, mais au point de vue stratégique, là, le mouvement a fait patate. Il reste la FES, le Vieux-Montréal est rentré. On va voir le 1er mai, qu'est-ce là. qui se passe. Bon, possiblement, mais ça n'empêche pas que ça brasse beaucoup au niveau des idées puis que les gens se posent des questions sur remettre le modèle en question. Les gens sont... À Québec, on vient d'avoir 25 000 personnes, dont j'en faisais partie. Je suis allée à Québec pour la Marche pour le climat. Oui. Donc, on s'entend qu'il y a beaucoup de gens qui vont rentrer dans ce débat-là par la question de l'environnement. Parce que ça les rejoint. Puis, il y avait beaucoup de têtes blanches à Québec. Là. C'était pas, les jeunes n'étaient pas la majorité de la foule qui marchait avec nous. Mais ça, là, le fait que vous voyez des têtes blanches, est-ce que c'est pas un peu comme le Parti québécois, beaucoup de têtes blanches? Le mouvement des années 60 devient boomers, puis va finir par s'éteindre. Il va y avoir un essoufflement naturel. OK, possiblement, mais les têtes blanches, là, ils sont là parce qu'ils pensent à leurs petits-enfants. Donc, déjà là, on est en train d'être là pour quelque chose de plus grand que nous. Donc, la question environnementale rallie beaucoup de gens. Puis là, maintenant, avec toutes les annonces de coupure et du modèle d'austérité, pour nous, tu sais, pour parler d'austérité... Mais c'est quoi l'austérité, pour vous, là, dans votre tête? Là?
on ne peut pas regarder ça au niveau de juste ce qui se passe au Québec. C'est une OK. question internationale. Il faut regarder comment les Oui. politiques monétaires ailleurs ont amené des pays à appliquer des procédures d'austérité Oui. qui font que ça le nuit énormément. Si on peut regarder la Grèce, l'Argentine en 2001 qui a crashé. Fait qu'il faut être très international Mais ça pour nuit comprendre à ça. qui? Ça nuit à qui? Est-ce que ça nuit aux plus pauvres, aux organismes, ou si ça nuit à la classe Au moyenne? futur. Toutes les gens qui, en ce moment, ne reçoivent pas les services, que ce soit, par exemple, en intervention psychosociale, que ce Bon. soit en santé, en éducation. Un exemple terre à terre. Un Ici. service qui n'est pas reçu Oui. aujourd'hui, là, Oui. ça donne une personne qui n'est OK. pas capable de s'intégrer à la société demain. On est d'accord qu'une personne qui a des problèmes de dépendance, de pauvreté, de violence dans un milieu, puis qui n'a pas les ressources pour aller chercher de l'aide pour améliorer sa situation, cette personne-là, elle est vouée à être dans un cercle vicieux. OK. Là, vous qui la apportez tient un bas. point, mais c'est un point de vue alarmiste dans le sens où l'austérité peut nous amener à des coupures envers ces clientèles-là. Vrai. Mais le service se donne encore aujourd'hui, là. À l'heure où on se parle, on en donne peut-être moins, mais il y a encore un panier de services qui se donne. N'importe qui Vrai? travaille dans le domaine social va vous dire qu'il travaille déjà en étirant leurs ressources au Oui, maximum. oui, 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 c'est vrai. C'est dur. acquis. Ouais. Oui, On il y a un traite manque de ressources. plus de bénéficiaires de soins qu'on le pourrait dans des maisons de détox, dans des choses comme Oui. ça. Là, en plus, on parle de couper ça. Oui. Bon. Mais pas toutes. Couper une partie. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, Ouais. là, regardez, on est d'accord là-dessus, c'est vrai, on ne paiera jamais assez pour combler tous les besoins de la société en pauvreté, en gens poqués, en problèmes de drogue. Mais les gens et poqués, tout ça, ils là. coûtent cher demain puis après-demain, puis ils coûtent cher pour longtemps. Oui, Puis puis- ils font des enfants qui naissent dans des conditions Oui, sous-optimales. Puis ça continue. Voilà. Puis il faut s'en occuper. Mais la classe moyenne qui nous regarde, là, hey, monsieur, madame, là, ici, là, ils se disent, ça, Christy, mais c'est parce que je perds la moitié de mon chèque de paye aussi, là. On est étouffé. On n'est pas contre, mais on n'en peut plus. Y a-tu OK. quelqu'un qui peut Ben, faire la liste? Je vais là? reculer un peu. Oui. OK? On va revenir à la question du néolibéralisme. Le problème avec l'austérité, c'est censé être on ne fait pas des dépenses flamboyantes, on ne se paye pas, en tant qu'État, on ne se paye pas une nouvelle salle de conférence supposé, pas avec supposé. un bureau en marbre. Pas supposé. C'est censé être, on n'investit pas dans des grosses infrastructures qui sont identitaires comme un stade. Ou C'est ça, l'amphithéâtre à l'austérité. Québec pour du hockey. Voilà. Je suis d'accord avec ça. OK. 100% Là, on est en d'accord. train de couper dans les services et dans les emplois qui sont des gens qui offrent un service à d'autres gens. On coupe dans excusez l'anglicisme, le caregiving, le fait de donner Oui. des soins. Oui, oui, oui. Qui est le gros, c'est les salaires des gens qui donnent des Énormément, soins. oui. Bon. Donc, ça, ça devrait être super choquant pour les gens. Si on prend un exemple très récent, ça va être les gens qui sont en thérapie, qui ont des chèques d'aide sociale, vont voir leur chèque amputé, vont recevoir 200 De moins. au lieu de leur chèque complet. ça, le non, PQ, ils c'était vont déjà recevoir essayé. 200 point. Mais ça, le PQ s'était déjà essayé Ça aussi. donne- Un parti de gauche qui a gouverné pendant 18 mois, vous vous souvenez? Moi, Agnès je suis, Maltais, elle l'avait proposé, J'ai dépassé la politique de parti. Je m'intéresse à la chose politique, aux idées politiques, OK. mais les questions de parti, de suivre trace de qui fait quoi, c'est un peu moins pertinent. OK, On bon. va parler d'idées, là. Oui, oui, ça, vous je peux apportez un point. débattre. Mais ça, Ouais. on va prendre une pause tout de suite parce qu'après, on continue. Au retour, ben oui, il faut prendre une pause pour respirer. Écrivez-nous ou envoyez-nous une boîte vocale. 514-500-2137. Vous avez quelqu'un ici qui est vraiment, je pourrais vous dire, déconnecté dans le sens, on n'en est pas à des partis politiques, on n'en est pas à des programmes, mais vraiment, là, on est au niveau des principes. Si vous voulez réagir, allez-y et on prend une petite pause de 2 minutes. On continue tout de suite après. Il est 12h16. Si vous voulez réagir par courriel, le protecteur en commercial ADR.tv ou aussi la boîte vocale en tout temps. 514-500-2137. Je suis en compagnie de Valérie Legal Tender. Pelletier, je crois, si vous voyez le nom à l'écran. Elle a connu sa première grève en 2005 comme étudiante à l'UQAM. Elle a étudié ensuite dans le domaine des arts. Elle lance son entreprise et elle supporte, malgré qu'elle soit dans la mi-trentaine, elle supporte le mouvement étudiant encore par principe. Bon, avant la pause, merci d'être avec nous. On parlait de la dette. Ouais. Alors, j'ai une dette à gérer, je suis au gouvernement, vous, moi, peu importe. Alors là, on a 90 milliards ici dans les revenus qui proviennent surtout de la classe moyenne, en grosso modo, la classe qui travaille et qui rapporte en impôts. Et j'ai autant de dépenses. Et j'ai aussi un poste budgétaire qui est rendu le 3e. Donc, on a la santé, le plus important. Ensuite, l'éducation, le 2e plus important. Et là, j'ai les intérêts sur la dette qui est rendue 3e. Ce n'est pas des farces. Qui est en train de rejoindre l'éducation de nos jeunes. Ça ne marche plus, là. OK. Comment est-ce qu'on fait? Ça ne vous stresse pas?
Comme être humain, là, comme personne, de fais un voir que retour en arrière. l'intérêt... Je fais un retour en arrière, je tente de mon mieux d'expliquer la situation. Comment vous voyez ça? Le problème est au niveau des pratiques de néolibéralisme, qui sont entre autres une tentative de privatiser et de viser de l'austérité. Imaginez que ça pourrait être pratique de sous-financer un programme à un point tel où il devient inefficace, puis qu'ensuite, c'est évident, il faut le privatiser. OK, donc il y a une intention. S'il y avait une stratégie quelconque de favoriser ces valeurs-là, les valeurs corporatistes. Okay. Donc, on ferait exprès... Ça serait une belle manière. Pour que ça ne marche pas. Là. Ça serait efficace comme système, de tenter de sous-financer un programme jusqu'à temps que ça soit « Ah, ben on va le privatiser, il n'y a plus le choix, c'est plus efficace. » Moi, ce que j'aimerais parler, c'est d'un point de vue qui est de plus en plus... Il n'est pas beaucoup présent dans les médias mainstream, mais il y a des gens de grande crédibilité qui s'intéressent à la question de la dette. On ne peut pas parler d'austérité sans comprendre la dette, puis on ne peut pas comprendre la dette sans comprendre le système monétaire. Alors, donc là, on tombe au niveau fédéral. Oui. Jusqu'en 1974, le Canada avait sa propre banque, qu'elle a toujours. C'est juste qu'elle choisit de ne plus l'utiliser. Oui. Et on imprimait notre propre argent et on était confortable avec le fait que notre État décide, là, vous allez me sortir l'inflation. Non, je ne veux pas vous sortir les bérets blancs. Pour moi, cette dette-là, elle n'est pas légitime. Maintenant, on n'imprime plus notre propre argent. Au Canada, on fait affaire avec des firmes privées externes, dont une firme allemande qui imprime notre argent et qui a des intérêts. Avant, le gouvernement canadien était capable d'emprunter à zéro intérêt pour financer ses infrastructures. Une ville pouvait dire on a un pont à construire, on est capable, ça crée de l'emploi. Oui, mais quand vous dites là, notre dette, là, non, mais cette dette-là, elle n'est pas légitime. Elle n'est pas légitime comme un certain dirigeant de l'Amérique centrale qui disait, bon, moi, ma dette de mon pays, je pense que c'est l'Équateur, je ne suis pas sûr, là, qui disait, le président a dit, moi, la dette a été bâtie sur la misère du pauvre monde, alors au diable la dette. C'est pas ça, la dette, elle appartient à des prêts qu'on a faits à des banques privées quand on a pourtant notre propre banque fédérale. On a choisi, en 1974, de bypasser ça et d'arrêter de passer par notre banque fédérale. Mais aujourd'hui, le Canada n'imprime plus sa propre argent. Qu'est-ce qu'on fait? On aurait la capacité, s'il y avait une volonté politique, mais surtout, ça part d'un public éduqué. Les gens ne sont pas au courant de ça. Je conseille fortement le travail de Mme Anne Emmett, qui a fait des vidéos, qui fait des conférences. Donc, vous proposez un changement fondamental. Il faut qu'on se pose des questions sur la légitimité de cette dette-là parce que le gouvernement du Canada serait absolument capable de dire on emprunte à notre propre Banque du Canada, on règle cette dette-là à ces firmes privées-là et ensuite on repart. D'un trait de crayon, je lance un chiffre. Là, absolument. C'est dans les lois, c'est dans la Constitution que le gouvernement est capable d'imprimer, de faire sortir la quantité d'argent, qu'elle soit imprimée ou non, mais je vous donne pour l'exemple. financer son propre État. OK, une municipalité. Moi, j'ai été maire pendant 10 ans. Je décide, dans un secteur défavorisé de la ville, de refaire toutes les infrastructures, égouts, aqueducs, pour que ces gens-là aient vraiment... Puis on l'a fait pour vrai, là. Ces gens-là ont eu un service top one. Tout a été refait au niveau de l'infrastructure, égouts, aqueducs. Alors, moi, je fais comment, là? Il faut toujours bien que j'aille emprunter. Moi, je ne suis pas au niveau de la politique. Non, je sais, mais même si le fédéral réglait la question de sa dette à elle, vous avez tous les ordres de gouvernement. Ce que vous proposez là, c'est un méga changement. Absolument. Là, ce que je propose, c'est aux gens d'avoir la curiosité d'aller faire des recherches en ligne puis de se poser des questions sur la légitimité de la dette. Point. Ensuite, je pense qu'il y a un gros travail d'éducation à faire. Déjà, au départ, les gens, quand ils entendent parler de millions, de milliards, ils se font lancer des chiffres par la tête. Combien de gens sont capables de se représenter c'est quoi la différence entre 1 million et 1 milliard? Très peu de gens. Il y a un petit exercice que Normand Baillargeon a fait pour ça, qui est la question de, si je vous dis vous devez dépenser 1 000 $ par jour, tous les jours, combien de temps va vous durer 1 million versus combien de temps va vous durer 1 milliard? Internalisez ce concept-là dans votre corps, ressentez-le viscéralement. Puis si vous n'avez pas envie de brailler quand on vous lance des chiffres, que nos banques privées font des profits de milliards pendant qu'on est en train de saccager des programmes publics, oui, mais ça, là, qu'est-ce qu'on dit? L'argument des banques. On pourrait taxer davantage la masse salariale des banques, les profits. C'est vrai qu'on pourrait les taxer davantage. Le Canada doit avoir sa propre banque les paradis fiscaux aussi, on pourrait aller chercher de l'argent là-dedans. Mais ces gens-là, non, mais je ressors l'argument à chaque fois, là. Les gens qui travaillent pour les banques ont des gros salaires, ils payent de l'impôt. On veut augmenter les salaires de nos ministres en ce moment. Oui. Je comprends pas que les gens prennent pas la rue, en fait. C'est ça, mon point de vue. Oui, mais... Parce que je pourrais sortir... On n'a pas le temps, mais on pourrait sortir une liste de points, là, puis quelqu'un trouverait un point que c'est outrageux, là, pour eux, là, ça leur fait sourciller. OK, mais un député payé 88 000 $ pour faire un job qui vaut 1 million par année, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie privée, les fins de semaine, les semaines, les rencontres, les citoyens, les comités, l'Assemblée, les votes. Avouez quand même que d'augmenter le salaire pour une job que personne ne veut faire, c'est pas si mal, là. Ils sont sous-payés. Il y a des études... Oui, OK, mais... On pourrait en avoir moins. Ça, je suis d'accord avec vous. On n'a peut-être pas besoin de 125, mais on pourrait en avoir moins, mieux payé. Oui, mais là, on partirait de 88 000 à 136 000, mais en ayant coupé dans les pensions. C'est des gros sujets qu'on n'aborde pas en 5 minutes.
Je pense déjà que les gens font des gros salaires. Je ne veux pas rentrer sur si c'est légitime ou pas. Je sais que les gens travaillent fort. Ouais. Il y a une game qui se passe, là, puis il faut avoir une réflexion sur qu'est-ce qui se passe, puis on se fait lancer des gros chiffres, puis des grosses idées, puis on dirait que ça passe. Puis les gens ont besoin de regagner une certaine confiance, puis de comprendre les notions, comme ça, après ça, ils sont capables de faire « OK ». Donc, manque d'éducation au niveau de l'instruction. Mais je dis pas ça d'une manière pédante. Non, Je dis pas les gens non, manquent d'éducation. ben non, Je dis les mais gens quand même. se font nourrir un certain angle par les médias. Discours. Ouais. Puis on a accès à Internet. Il faut aussi savoir reconnaître la qualité d'une source d'information. C'est pas quelque chose que tout le monde sait faire. À savoir, entre une page qui te présente des pubs de perte de poids sur le côté versus une vraie page. Complètement loufoque. Fait que, en tout cas, moi, ce que j'essaie de faire, du mieux que je peux, c'est d'augmenter le niveau de conscience puis de faire rendre compte aux gens que le gouvernement, c'est nous, c'est notre outil de gestion dont on s'est doté. Oui, mais là, je vous donne l'exemple de ce qu'on voit malheureusement trop souvent dans les médias, c'est on voit de la casse, on voit des gens masqués. C'est une minorité. Puis, mais ça, est-ce qu'on cautionne ça ou on se dissocie de ça en disant, toi, tu ne feras mon pas point de avancer vue. le débat, là? Personnellement, je trouve que la politique, c'est très esthétique. C'est aussi en question de qu'est-ce qui nous attire. Moi, l'anarchiste ne m'attire pas. Autant que le libertarisme ne m'attire pas. C'est esthétique. C'est une sorte de discours, une vision du monde qui ne m'attire pas. Personnellement, je trouve que c'est important de provenir d'un lieu qui n'a pas de colère, de respecter son interlocuteur. Puis je pense que les gens sont à la base de bonne foi. Je pars de cette prémisse-là. Fait que là, ensemble, on peut se poser des questions sur quelle sorte de Québec on veut. On peut se poser des questions sur... Mais c'est pas ce qu'on a vu, malheureusement, dans les débats en 2015. Là, oui, mais les nouvelles rapportent la casse. Oui. OK. C'est spectaculaire. Allez sur les forums sur Facebook de gens qui se préparent, qui cherchent des idées originales pour réveiller les gens, pour faire des nouveaux Mais slogans. là, je me fais l'avocat du diable. Ben, pourquoi vous vous présentez pas aux élections? Appropriez-vous le système politique, puis personnellement, je me vois comme un agent qui agit à l'extérieur, puis je me vois comme un agent de vulgarisation. J'adore ce rôle-là. Je n'ai pas envie d'être affiliée à quelque chose. J'ai dépassé l'idée de politique de parti parce que ça te force à te tenir à une ligne de parti. Moi, je m'intéresse à qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est optimal. Puis si ça irait à l'encontre de la ligne de parti, j'ai pas envie d'être pris dans ça. Donc, je suis toujours autonome, je suis mon propre citoyen quand je parle, puis j'essaie de faire avancer les choses du mieux que je peux. Bon, vous l'avez vu, on ne s'est pas arraché les cheveux. Ça s'est fait de façon cordiale. Évidemment, je dois l'avouer, c'est pas le discours qu'on entendait à travers les médias. C'est pas ce qu'on a vu pendant les 2 derniers mois. C'est le discours qu'on entend dans les manifs. Allez dans mais ça, une manif, puis vivez-le. Non, mais pensez-vous vraiment que c'est les médias qui, volontairement, nous présentent toujours le côté extrême? Entre autres, mais aussi, c'est parce que c'est beaucoup plus intéressant de rapporter quelque chose de flamboyant. Oui. Mais ce qu'il y a des fois, les gens disent « À quoi ça sert les manifs? » C'est pas important. Ce qui est important, c'est que c'est transformatif pour la personne qui y est à ce moment-là. Entre 2 heures assis chez vous à écouter la télé versus 2 heures être dans une manif à connecter avec ton prochain, à entretenir un discours ouvert, ça va faire une différente sorte de personne. Donc, c'est vraiment en étant dedans les manifs de jour, les manifs qui sont plus familiales, les manifs qui ont une thématique qui vous rejoignent, les casseroles. Pas les manifs de casse, tout court. Moi, je ne vais pas dans les manifs de soir parce que là, on rentrerait dans le sujet de la répression policière. J'habite à Berry-UQAM, je sais de quoi je parle. J'ai peur pour ma propre... Ben, vous faites bien. Honnêtement, vous faites bien donc, d'avoir... moi, mon activisme, je le fais en ligne. Puis, de façon plus raisonnée, plus calme. Ben, c'est tout le temps qu'on a. Alors, écrivez-nous, s'il vous plaît, le protecteur en commercial ADR.tv, si vous voulez réagir à cette entrevue faite par Mme Tender Pelletier Valérie L. Legal, qui a accepté quand même l'invitation de venir ici en studio et de vous exposer sa version des faits. Vous avez été nombreux à nous téléphoner. Alors, c'est le temps de réagir par la boîte vocale 514-500-2137. Et demain, ce qu'on va faire, on va tout débroussailler ça et on fera un petit compte-rendu. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de l'émission Le Protecteur. On se revoit mardi, le 28 avril.